de vous être déplacé pour participer à cette assemblée du conseil d'administration de la STM. Je n'ai pas imprimé mon texte, alors je vais être dans la ville intelligente. Je vais vous lire ça sur mon iPhone. Alors, merci d'être là. Je vous présente d'abord les gens qui m'accompagnent. Monsieur Marvin Rotran, vice-président, conseiller de ville, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce. Bonsoir. À l'extrémité, Mme Marie Turcotte, représentante des clients du transport adapté. Bonsoir, Marie. Monsieur Francesco Miele, conseiller de ville, leader de la majorité au conseil municipal. Bonsoir. Mme Claudia Lacroix-Perron, représentante des clients du transport collectif de moins de 35 ans. Monsieur Pierre Gagné, maire de l'arrondissement Onsic-Cartierville, n'est pas avec nous ce soir. Il y avait d'autres engagements à son arrondissement. Monsieur Jean-François Parenteau, maire de l'arrondissement de Verdun. Bonsoir. Madame Nathalie Pierre-Antoine, conseillère d'arrondissement Rivière-des-Prairies, Pointe-aux-Trembles. Bonsoir. Madame Marie Plourde, conseillère d'arrondissement du Maryland. Bonsoir, Marie. Monsieur Ed Janizewski, maire de l'Art-des-Ormeaux. Monsieur Christian Portelance, qui est en place en remplacement de Mme Sylvie Tremblay, secrétaire générale et directrice exécutive des affaires juridiques. Mme Joanne Bernier, assistante secrétaire. Et à mes côtés, Luc Tremblay, directeur général par intérim, dont c'est l'anniversaire de naissance aujourd'hui. Alors, bon anniversaire de naissance, M. Tremblay. C'est pas censé dire ça. Bon, je ne le dirai plus avant l'an prochain. Alors, quelques notes concernant certains éléments d'actualité des dernières semaines. On a fait beaucoup référence au temps froid, évidemment, depuis le début de l'année. On a même dit que février avait été le mois le plus froid de l'histoire. Alors, vous avez été nombreux à constater que ça avait eu des impacts sur notre capacité de livrer le service bus en février, mais aussi en janvier, parce qu'on se souvient que janvier a été aussi relativement froid. Certains systèmes de notre parc, notamment le chauffage, les essuie-glaces, les dégivreurs, sont beaucoup plus sollicités par temps froid. À titre d'exemple, dans une journée normale, il y a une soixantaine de bus qui sont sur la route qui doivent être remplacés. Donc, on doit aller chercher sur la route et ramener au garage. Par les journées très froides des dernières semaines, il y a des moments où c'est 160 bus qu'il a fallu aller chercher. C'est dans une journée, ça? Dans une journée. Alors, vous comprenez que par rapport à notre flotte excédentaire, qui est d'à peu près de 291 bus, s'il faut aller en chercher 160 sur la route, ça ne nous laisse pas beaucoup de jeu. C'est ce qui explique qu'à certains moments, il a fallu retirer des bus du service parce que les bus n'étaient plus en mesure de rouler et qu'il n'y avait pas assez de bus de remplacement. Donc, c'est une situation très préoccupante, on en convient, mais qui est liée aux effets du temps froid. L'AMT a eu des difficultés également avec les trains de banlieue. Les gens des différents arrondissements ont constaté aussi chez eux que les infrastructures, les véhicules roulants avaient plus de difficultés à atteindre les objectifs. Donc, c'est un phénomène assez répandu. On travaille très fort pour ramener la situation à la normale. Évidemment, on prend, puisqu'on entretient davantage de bus qui sont en panne à cause du froid, ça a un impact sur l'entretien général. Donc, il y a un peu de rattrapage qu'il va falloir faire, mais on s'acharne à le faire. Les employés travaillent d'arrache-pied en temps supplémentaire également pour qu'on puisse rétablir la situation le plus rapidement possible. Un mot sur les escaliers mécaniques. On a fait référence aussi à ça récemment. Il y a eu plusieurs questions, des plaintes de la clientèle sur les escaliers mécaniques. Donc, on fait le point rapidement. Il y a une soixantaine d'escaliers mécaniques dans notre parc d'escaliers qui datent des années 70 et 80. Donc, ce sont des escaliers qui ont connu de belles années, mais qui sont rendus de loin, dans certains cas, qui ont dépassé leur durée de vie utile. Il y a 296 escaliers mécaniques dans le parc de la STM. Évidemment, plus l'escalier est vieux, plus les modèles s'endommagent plus facilement. Leur réparation est un peu plus complexe. Il faut obtenir des pièces de remplacement. Puis, bon, quand l'escalier a 35 ans, c'est plus difficile. Il y a moins de pièces en inventaire puisqu'il y a moins d'escaliers mécaniques de cet âge-là dans la flotte générale. Puis pour les fournisseurs, les pièces du côté des fournisseurs sont un peu plus dures à obtenir. Alors, on s'affaire aussi à réparer le plus rapidement possible ces escaliers-là. On va mettre sur pied aussi prochainement une campagne d'information pour la clientèle pour mieux informer lorsqu'il y a des bris, lorsque les bris sont connus, à partir de quel moment on croit pouvoir faire des réparations, pour aussi mieux informer la clientèle par rapport à l'entretien prévisible, parce que aussi, à certains moments, les escaliers doivent être arrêtés parce qu'il y a un entretien prévisible qu'on doit faire obligatoirement.
Alors, lorsque ce sera planifié, on va lancer une campagne prochainement qui va permettre de mieux informer la clientèle à cet égard-là. Un mot sur la Nuit blanche. Vous y avez peut-être participé. Ça a été un grand succès cette année. On me dit qu'on a eu 8,5 % de plus d'achalandage dans les stations, et entre autres à Place des Arts, qui est le cœur de la Nuit blanche, 15 % de plus d'achalandage à cette station-là. Donc, merci d'ailleurs tout le personnel qui a passé la nuit debout pour pouvoir permettre l'ouverture du métro toute la nuit. C'est un grand succès. On est encore heureux cette année d'y être associé, puis de l'être au cours des prochaines années. Ça nous a permis aussi d'annoncer et de présenter au public pendant la Nuit blanche une nouvelle œuvre d'art qui a été inaugurée à la station Champ de Mars. Ça s'appelle Un solide. Si vous passez par là, c'est dans la nouvelle portion de l'Édicule. C'est l'œuvre de l'artiste montréalais Jacques Bilodeau. Ça a été choisi par la suite d'un concours qui a eu lieu au cours de 2014. Donc, cette œuvre-là est présentée. Elle est formée de 16 plaques de laiton. Elle a été choisie par un jury de 7 personnes. Donc, elle est présente à la station Champ de Mars. Et pour terminer, je vous parle de travaux qu'on entreprend à la station Jean-Drapeau, à l'approche du 375e anniversaire de Montréal. Les travaux sont des travaux de réfection majeurs à l'édicule de la station Jean-Drapeau qui visent à bonifier de façon importante la capacité d'accueil. Vous savez que c'est une station paradoxale. Il y a des journées où il n'y a pas grand monde, mais quand il y a des événements de foule au parc Jean-Drapeau, évidemment, cette station-là est très sollicitée. Donc, on va faire des améliorations pour permettre d'accueillir ces événements et ces foules qui sont là lors d'événements de grande envergure, et on fait tout est mis en œuvre pour que les travaux soient complétés pour le 375e anniversaire de Montréal. Alors voilà, ça fait le tour de quelques-unes des nouvelles. D'autres questions vont peut-être surgir pendant la période des questions qui nous permettront d'aller plus loin dans certains dossiers. J'invite donc Mme Marie Bimmons à venir prendre la parole pour la première question. Bonsoir, Madame. Bonsoir. J'habite de montagne, mais je suis à Montréal tous les jours. En particulier sur Côte-des-Neiges, mais je vais partout en ville, en transport en commun. Il y a deux choses. Un, c'est est-ce que les chauffeurs d'autobus pourraient nommer les arrêts? À l'instant, tu ne vois pas dehors des fenêtres, mais même l'été, quand les fenêtres sont plus propres, on ne peut pas voir même en auto, tu ne vois pas nécessairement le nom des rues. Tout à fait. C'est que si tu es dans un quartier, si on peut aller partout en transport en commun, si tu es dans un quartier, tu n'as pas l'habitude, tu ne sais pas où est ton arrêt, il y a certains chauffeurs qui le font, c'est très apprécié, mais que ça soit fait régulièrement. Je sais que vous allez avoir un système, on m'a dit. Ben, vous avez déjà la réponse. Mais en attendant, et puis, moi, j'ai vu ça en Suisse, ce système-là qui nomme les arrêts. Mais ce serait bien que ce soit dit aussi sonore, parce qu'il y a des gens qui ont des problèmes de vision. Alors, c'est ça, Ibus. Au cours de 2015, à différents moments dans l'année, puis au début de 2016, pour aller jusqu'à compléter l'ensemble du réseau, chaque autobus va être muni de ces systèmes-là. Donc, il y aura l'affichage et une voix qui va vous dire prochain arrêt, telle rue, tel Mais coin. en attendant, les calés, comme on dit en bon québécois. L'autre chose, c'est que je suis sûre, je prends le 165, 435 régulièrement, et puis peut-être 3-4 fois par jour, je fais du bénévolat à Côte-des-Neiges, et puis j'ai vu des situations vraiment pénibles. Il faudrait avoir les voies réservées au moins toute la journée, les deux bords, parce que c'est la seule voie, et là, il y a des ambulances qui passent, ils ne peuvent pas passer. J'ai vu des ambulances bloquées, ils sonnent, il n'y a pas moyen. Le chauffeur d'autobus est pris. Comment veux-tu qu'il aille aux côtés de la rue? Il y a des gens stationnés. Qu'il y ait des arrêts qu'on permet de débarquer sur Côte-des-Neiges, mais pas de stationner. Parce que il y a beaucoup de bureaux de médecins pour que les gens puissent débarquer. Il y a des gens qui les amènent, qui débarquent un petit vieille ou quoi, là. Mais pas de stationner parce qu'à l'instant, c'est vraiment critique. Je me pose des grandes questions pour les ambulances. Des fois, souvent, ça me prend plus longtemps de faire de Ville-Mont-Royal à Queen Mary que de Deux-Montagnes à Ville-Mont-Royal. Et ce n'est pas la faute du chauffeur. Vos chauffeurs, là, ils sont vraiment des contorsionnistes avec leur autobus. Ils font le possible. Mais c'est bloqué. Donc, ces deux côtés-là, les gens qui veulent aller au restaurant, ils peuvent stationner dans les rues à côté.
Bon, bien, écoutez, on prend ça en considération. Il y a déjà une voie réservée sur cet axe-là aux heures de pointe. Bonjour, Mme Beemans. Premièrement, j'aimerais dire que vous avez une excellente qualité de français. Je suis anglophone aussi, mais je regarde, vous avez un bon accent et votre vocabulaire est fantastique. Concernant votre question, il y a une voie réservée vers le sud sur Côte-des-Neiges et dans l'après-midi, c'est l'inverse vers le nord. Et il y a raison pour ça. La charge est vers le sud. Il y a très peu d'achalandage vers le nord le matin et c'est l'inverse quand les gens reviennent. Chaque arrondissement pose les mêmes questions quand le STM ou l'Agence métropolitaine de transport veut installer une voie réservée. On a des intérêts différents. On doit balancer les besoins de chaque clientèle. Nous voulons plus de clients et un de nos meilleurs arguments est quand c'est rapide et l'autobus peut passer convenablement. Mais il y a des autres personnes. Un rue comme Côte-des-Neiges est un rue commercial très fort. Et les marchands indiquent, effectivement, on a besoin de stationnement, au moins accommoder la voie réservée, mais il faut avoir au moins une certaine offre de stationnement. Aussi, il y a assez souvent les requêtes pour des loading zones. Zones de chargement. Zones de chargement pour les camions. Ils ne peuvent pas stationner là quand la voie réservée est opérationnelle. Donc, pour desservir les commerces qui, parfois, sont assez larges, est relativement limité. Le STM, quand nous avons installé cette voie réservée, est en proche collaboration avec les institutions sur la rue Côte-des-Neiges, incluant les hôpitaux, et effectivement les autres institutions universitaires, éducationnelles, les écoles de la Commission scolaire de Montréal et les églises il y a 3 ou 4 sur Côte-des-Neiges. Et effectivement, ça marche pour tout le monde dans cette façon. Je comprends ce que vous dites, mais notre but actuel est arrivé à notre objectif d'avoir 375 km de voies réservées et mesures préférentielles par bus d'ici 2017. Donc, il y a des autres rues où on a vraiment besoin d'une voie réservée dans le court terme. On travaille actuellement pour arriver. J'espère que j'ai expliqué les deux sens, parce que je vous assure que si vous prenez l'autobus de Côte-des-Neiges, l'après-midi, quand je sors de Ville-Mont-Royal, puis je monte, il y a le voie réservée de l'autre côté, et l'autre côté est complètement bloqué. Et pour les marchands, pour les camions qui déchargent la marchandise, pour les restaurants et tout ça, ils sont obligés de stationner en double. Donc, s'il y a une ambulance qui vient, puis c'est la route de toutes les ambulances, beaucoup d'ambulances. Il faudrait peut-être examiner la question de la circulation aussi avec l'arrondissement, parce qu'on n'est pas tout seul dans ça. Fait merci de me porter ça à notre attention, et on va jeter un coup d'œil là-dessus. Monsieur Gilbert Bauer. Bonsoir. Oui, bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, messieurs, dames. Je voulais juste ouvrir une parenthèse avant de poser mes questions concernant les problèmes que vous avez eus cette année durant les gros froids, là, avec les bus en panne, les bus que vous dépannez et tout ça. Ça signifie que la ligne bleue doit être prolongée sous terre. Ça prend le métro, un prolongement sous terre vers l'est de la ligne bleue et pas en surface comme le ministre Poissy souhaite. Alors, il faut convaincre le ministre de Transport du Québec que non, pour des raisons justement climatiques, le métro, il faut qu'il soit prolongé sous terre, vers l'est. On lui fera le message. Oui, ça c'était ma parenthèse. D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, comme on a juste droit à 2 questions, alors je m'adresse à M. Rautran. Ça s'adresse à M. Rautran. Bonsoir. Ça lui fera sûrement plaisir de vous répondre. Ben oui, vous n'étiez pas là le mois passé quand j'ai posé la question concernant le gros chantier à Métro Rosemont qui a commencé. Ça, c'est une bonne chose. Mais il est au courant, on a parlé de votre question tout à l'heure à la réunion préparatoire. Ah bon? OK. Ouais, concernant parce que c'est un chantier qui va durer minimum 5 ans, parce que 3 ans pour les ascenseurs et 2 ans pour la tour qui va être construite au-dessus. Alors là, il y a juste un problème, c'est que nous, les usagers qui prenons le bus 161, il faut qu'on sorte en arrière, faire le tour, aller en avant pour prendre le bus 161 où est son arrêt habituel. Est-ce qu'il y a moyen, comme j'ai posé la question le mois passé, de faire arrêter le bus 161 en arrière, la sortie en arrière où il y a le bus 197, où il y a le bus 197 qui s'arrête?
Parce que le 160 va... 160... Là, vous trichez, vous venez de poser la même question à quelqu'un qui n'était pas là. Parce qu'on vous a répondu quand même, je crois. Non, mais je vous ai dit que j'attends qu'il arrive, lui. La réponse qui a été donnée et qui est validée par nos services, c'est qu'il n'y a pas assez d'espace pour deux lignes majeures. Le 197 et le 171 sont parmi les lignes les plus achalandées. Je pense que les deux sont de 10 minutes max. Et effectivement, le boucle n'accommode pas les deux autobus. C'est pourquoi le 161 est sur le côté de la station. Je vois prendre en délibéré votre suggestion, mais je ne pense pas qu'on peut accéder à ça. Il n'y a pas d'espace physique pour l'accommoder. L'idée, certainement, est d'inciter les gens à utiliser le transport en commun et utiliser ces stations, mais mon point de vue préliminaire est qu'il n'y a pas un accommodement indu aux usagers qui doivent descendre pas jusqu'à côté, mais sur l'arrêt actuelle de 161. Est-ce que j'ai bien expliqué ça? C'est clair? Oui, je pense que oui. Parce que là, il est sur la rue sur Rosemont, là, le bus, l'arrêt du 161. Alors, mais maintenant, comme on nous oblige à sortir... Non, là, ce qui vous dérange, vous, c'est de devoir sortir par la porte d'en arrière. Parce que l'arrêt du 161 n'a pas changé. Rosemont, là. Et là, il y a des travaux en cours. Alors, c'est sûr que ça crée des inconvénients. C'est pour ça que, temporairement, on pourrait déplacer le bus 161 en arrière, pour qu'on puisse le prendre en arrière. Semble-t-il que ça poserait d'autres problèmes. Alors, c'est la situation. C'est la décision qui a été prise pour assurer la sécurité des clients et à la fois pour permettre de maintenir la fluidité de cette ligne-là. Vous avez une autre question? Donc, on nous oblige à marcher. C'est bon pour... M. Bauer, M. le maire a donné l'exemple. Il dit qu'effectivement, il a accepté le défi 5-30. Et une des choses qu'il va faire est de marcher parce que c'est bon pour la santé. Je suis inspiré. Je pense que c'est noble son souhait. Et je ne pense pas... le mot en anglais, hardship, I don't really know how to say that in French. C'est pas trop à demander à usagers. C'est pas loin de marcher. Puis je suis allé voir, après votre question, je suis allé à Rosemont, je suis allé voir, puis pour voir, effectivement, c'était une... Oui, c'est sûr qu'il faut faire le tour de la station, mais là, c'est temporaire, puis vous allez voir quand ça sera terminé. Temporaire pour 5 ans minimum, là. C'est pas temporaire. C'est pas si temporaire. Là, je ne sais pas si c'est aussi long, parce qu'il y aura des travaux de la tour. Je ne sais pas dans quelle mesure ça bloquera les accès. Mais allez-y avec votre deuxième question, on pourra vérifier ça. Oui. Ah, parce que là, il y a le maire de Rosemont, la Petite Patrie, qui veut fermer la rue Beaubien entre Saint-Denis et puis Boyer cet été. Mais là, il y a le bus 160 qui passe là-dessus. Il y a le bus 18 qui se rend au métro Beaubien et puis qui repart du métro Beaubien. Il faut qu'il reprenne la rue Beaubien sur ce tronçon-là. Est-ce que vous allez dire au roi de Rosemont, la Petite Patrie, là, le petit roi, de laisser les bus circuler sur la rue Beaubien à partir cet été comme avant? C'est-à-dire qu'il ne change pas d'itinéraire, qu'il ne décide pas de changer l'itinéraire du bus 18 160 parce que monsieur a décidé de fermer ce genre de décision-là, ça ne se prend jamais de façon unilatérale. Là. Il y a des discussions. D'abord, vous allez voir plus tard dans l'Assemblée également, on va adopter le contrat pour la rénovation majeure de la station Beaubien. Oui, ça j'ai vu, là, oui. D'autres qui sera donc fermé du mois... pour nous, les usagers. Bien, c'est-à-dire, à long terme, ça va réduire les problèmes puisqu'on va améliorer l'accès à la station et dans l'ensemble. On ne fait pas ça juste pour on fait ça parce que c'est nécessaire et parce qu'il y a des travaux urgents à faire, pas urgents, mais des travaux importants à faire à la station Beaubien qui sera fermée entre mai et août. Donc, pendant l'été, il y aura un service de navette là, qui sera au même rythme que le métro. Donc, les clients devraient y trouver très peu d'inconvénients. Ça va vous amener à la station Rosemont, d'ailleurs. Et mais pour ce qui est de la fermeture de la rue, là, je ne suis pas au courant, mais je crois que ces décisions-là ne se prennent pas là, de façon unilatérale. Donc, on a probablement... C'est certain que ça a dû... Mais peut-être que, oui, Michel peut répondre. Oui, bonjour. Donc, soyez sans crainte, là, oui, parce que j'aimerais assurer les citoyennes pendant le travail, qui est de mai vers le fin d'août, il y a le service de navette et les détours des autobus, mais la rue Beaubien va rester ouverte pendant cette période de temps. S'il y a des aménagements à faire, ça va être après que le travail de réfection est complété. Alors, je vous remercie. Ouais.
On verra ça. Merci. C'est ça. Alors, M. Craig Sauvé maintenant. Bonsoir, M. Sauvé. Bonjour tout le monde. Bonne fête, M. Tremblay. Marvin, tu checkeras mon français. Petite parenthèse, bravo pour le bon travail de nettoyer le graffiti dans la ligne de métro. Dans mon secteur, il y a beaucoup de problèmes de graffiti. Vous êtes rapide. Je pense que la Ville de Montréal peut apprendre de la STM. Vraiment, c'est vraiment bon. C'est important. Merci. Donc, la gouvernance. En termes des structures de gouvernance de sociétés de transport autour du Canada, il y en a plusieurs différents modèles. Il y en a ceux qui sont chapeautés par des conseils d'administration. Il y a d'autres qui sont des commissions. Il y en a d'autres qui sont directement les villes, les directeurs de la ville qui vont le chapeauter, qui vont donner les directions. Donc, on a deux pistes qu'on propose le STM à regarder dans cette optique de gouvernance d'une société de transport. La loi sur la gouvernance des sociétés d'État mentionne qu'au moins les 2 tiers des membres d'un conseil d'administration devraient être, selon l'avis du gouvernement, se qualifier comme des administrateurs indépendants. C'est-à-dire qu'un membre se qualifie comme tel s'il n'a pas de manière ou d'une autre un intérêt d'affaires, financière, commerciale, professionnelle, philanthropie, donc susceptible de nuire aux qualités de ces décisions qui vont être prises à la société. Donc, ici, à la STM, tous les membres, vous êtes tous nommés par la Ville de Montréal. Et la Ville de Montréal peut aussi vous révoquer votre statut, je pense, quand la Ville de Montréal veut. Donc, ça peut nuire... Pardon? L'agglomération, je m'excuse. Donc, l'agglomération qui est clairement gérée par la Ville de Montréal. Anyway, mais c'est la Ville de Montréal, c'est le maire de Montréal qui peut révoquer votre statut et ça peut nuire à la qualité parfois des décisions que vous prenez. Donc, ça, c'est une chose, le mandat des administrateurs. On ne pense pas que ça devrait être révocable en tout temps. 2, la loi sur la société de transport en commun mentionne que les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Alors, tous les votes qu'on voit ici au conseil d'administration sont toujours, depuis le présent mandat, depuis le début, sont faits à l'unanimité. Je crois que c'était le cas aussi dans les mandats précédents. C'est ça, c'est toujours à l'unanimité. C'est-à-dire que, je peux faire une parenthèse, il y a quand même des discussions qui ont lieu dans la réunion préparatoire. Des éclaircissements qui sont demandés. Ce n'est pas simplement un rubber stamping. Il y a beaucoup de questions qui sont posées, même dans certains cas, des dossiers qui sont tirés à la demande des membres parce qu'on n'est pas toujours satisfait du dossier ou des explications qui nous sont données. Vous chapeautez des commissions aussi. Je tiens à préciser qu'il n'y a aucune décision qui doit être prise à l'unanimité. Il y a une nuance à faire que vous ne faites pas présentement. Une décision ne doit pas être prise à l'unanimité. Donc, tous les membres du présent conseil sont libres de prendre une décision autre que ce n'est pas nécessaire que ce soit unanime. Donc, nous pensons que c'est une bonne chose. Vous devrez être libre de voter en bonne conscience et respecter cette loi des sociétés de transport en commun. Donc, nous proposons, parce qu'on entend que ce n'est pas vrai que nécessairement vous êtes toujours d'accord avec tous les dossiers qui arrivent chez vous. C'est clair, vous êtes des gens indépendants avec d'autres opinions, mais on ne les entend pas ici. On aimerait les entendre. Donc, est-ce que vous êtes intéressé, ça pourrait vous intéresser de regarder avec un institut indépendant pour revoir le système de gouvernement tel l'IGOP, l'Institut de gouvernance et d'organisation privée et publique? Quelque chose comme ça. D'abord, je dois vous dire que la loi qui constitue la Société de transport de Montréal est adoptée par le gouvernement du Québec. Là, on ne s'est pas autoproclamé conseil d'administration. On n'a pas nous-mêmes déterminé la composition du conseil. C'est une loi du gouvernement du Québec qui a déterminé que ça fonctionnait comme ça, que c'était des nominations qui étaient faites dans le cas de Montréal par l'agglomération. Donc, c'est pas une démarche, c'est une démarche qui a eu lieu il y a plusieurs années. Puis c'était le cas aussi au moment de la Société de transport de la communauté urbaine de Montréal. Les membres étaient nommés par la communauté urbaine. Donc, ça ne date pas d'hier. Et puis, c'est une réflexion qui a été menée, je présume, quand on a créé la Société de transport de Montréal. Donc, là, pour l'instant, il n'y a pas à l'agenda, il y a une réflexion sur la gouvernance régionale, mais il n'y en a pas sur la gouvernance des sociétés de transport. Est-ce que vous êtes ouvert, si vous ne pouvez pas changer la loi vous-même, de quand même regarder ça, proposer des manières de voir? Dans tous les comités du Conseil, il y a des membres externes, 2 membres externes par comité, donc qui viennent
apporter un regard extérieur. Ces comités-là, à chaque réunion du conseil d'administration, font un rapport. Chaque président parle des dossiers qui ont été soulevés. On fait des modifications aussi de façon ponctuelle là, à la composition des comités pour que les membres externes sont là pour challenger les propositions qui sont soumises. Hein. Ils sont là vraiment et ils le font très bien. Et puis c'est ce que moi je leur demande. Je ne veux pas que vous soyez là pour nous dire que tout va bien et qu'on fait du bon travail. Je veux que vous soyez là pour nous poser des questions. Parce que l'expertise en ingénierie, par exemple, on ne l'a pas nécessairement autour de la table. C'est pour ça que dans le comité de suivi des actifs, par exemple, il y a des ingénieurs qui sont présents, des gens qui sont spécialistes en marketing ou dans le service, le comité de service à la clientèle. Donc, c'est pour ça que ces gens-là sont présents. Donc, il y a déjà dans la structure même de dans notre structure décisionnelle, il y a des gens qui sont externes et qui viennent nous éclairer. Ça, soyez assurés que les gens le font très bien, d'ailleurs. Tout à fait. Je ne vous enlève pas non plus la qualité de votre travail. C'est juste il pourrait y avoir nécessairement des conflits d'intérêts politiques et on vous suggère de regarder ça pour l'avenir aussi en termes de transparence et de bonne démocratie. Il y a à peu près 5 ans, la STM a été voir une firme en externe pour se faire évaluer justement sur sa gouvernance. Et la note était très haute. C'était dans les 90. Il y avait quelques recommandations qui ont été formulées et ces recommandations-là ont été mises en compte dans le sens par rapport au comité de travail, les comités qui écoutent du conseil, les travaux, etc. Il y a eu quelques ajustements qui ont été faits. Mais c'est un exercice qui a été fait il y a à peine 5 ans. Donc. Si je comprends bien votre question, M. Sauvé, vous êtes en train de demander à ce que les délibérés soient en public. Si je comprends bien votre question, vous êtes en train de demander à ce que les discussions que le CA tient lors de ses rencontres préparatoires se fassent ici. Tandis que présentement, la façon qu'on opère, c'est que les décisions qui viennent et qui demeurent sur l'agenda, c'est des décisions sur lesquelles la grande majorité, sinon toujours presque l'unanimité, est à l'aise à adopter, donc qui s'y retrouve sur l'agenda. Si je comprends bien ce que vous dites, si vous êtes prêt à considérer, c'est votre question. Pas forcément. Il y aurait toujours des délibérés qui vont se faire dans les coulisses, dans les bureaux. C'est inévitable, c'est clair. C'est juste que les votes, ici, vous devrez, je pense, avoir le droit de se sentir libre tout le temps, si vous n'êtes pas. Je ne pense pas qu'autour de la table, il y a qui que ce soit qui se sente lésé dans son droit de pouvoir voter contre une résolution. Pas peut-être dans ce mandat, mais dans les mandats dans l'avenir aussi. Ça doit être quelque chose auquel vous pourrez garder. Bon. En tout cas, merci beaucoup. On prend ça en considération. Avez-vous une autre question? Non, mais ça, c'est ma question. Non, mais vous avez droit à 2. Alors, si vous allez. Merci beaucoup. D'accord. Bon. Merci. Madame Ashley McCaskill. Bonsoir. I'm going to speak in English, if that's okay. So I'm going to start with my question with like a little story, and then I'll go into my question. Many years ago, there were signs that read, "No blacks allowed." Today, these signs still exist for many communities. However, instead of being written explicitly with a marker on paper, it is engraved in buildings with stairs, metros with only escalators, buses with small, non-functioning ramps, and backstreet entrances. It's built in the architecture of our buildings we work in, the sidewalks that we are supposed to be movable, and even the emergency fire drills that ideally should safely evacuate all. Consider all. The fact is, not everyone is considered, not even close. There is a word for this. It equates to that of racism. The word is, write this down, ableism. As you already know, there are people that move at different speeds and rhythms, in different technologies and communication, in different cognitive styles, such as difference of the richness of how we can move through this world. These differences are not about creating sympathy or of a place of comparison, but a generative lens of a valuable way of being. You see, there are many ways of being human. However, our culture
does not know where to begin to support this rich diversity. There needs to be an adjustment, a radical one. It can be with an attitude. Different offers new modes of being human. Different offers a reevaluation of cultural structures and values. The invisible sign that says, you are not welcome, is still very much here. I am an ally, I am a woman, I am a feminist, and most of all, I am a lover. I want to promote a culture that offers all human beings to participate to the fullest extent possible. Let's literally make this, the invisible, unethical sign, vanish, not with magic, but with the support of proper legislation that promotes accessibility and inclusivity and permeates a loving invitation of difference. My question is, does the STM acknowledge the idea of ableism in the culture, specifically within our STN system, that has very little accessibility for those in chairs? For example, Bonaventure, there is an escalator that was put $4 million, and it does not even go to the ground level. And this was covered the other day by my colleague Laurence Perrin, who could not be here today. So that's my question. Is there an acknowledgement of something called ableism, which is the discrimination against people with disabilities? Bon, écoutez, je vais vous répondre en français. C'est un dossier très, très particulier. Vous avez vu d'ailleurs dans le reportage que cette Could I get someone just to translate? Because I would prefer. You've seen in the story that the problem at Bonaventure is the fact that the AMT was supposed to build another elevator to bring people to another level. So we did our part. The AMT didn't. So we did our part in that case. For accessibility, we are still working now on Jean Talon Station, on Snowden. We will be doing works in Rosemont Station later next year, in Place d'Armes. So we never stop doing work to bring our metro, to bring more elevators in our metro stations. We can't do all the stations at the same time, but we never stop. We started a few years ago, and we're still doing it. And as far as we're doing work major work in stations, we are always taking care to build a new elevator in the station. So we're not stopping. We're going ahead with the plans we have. There's also a pace at what this is happening at. That's very, very slow. At least we can't say that we don't do it. We're doing it. Maybe it's not at the pace you want, but there's a lot of discrimination that's going on with people with disabilities. I wouldn't say that, but Mr. Ratan? Thank you for coming. First of all, in the United States, there's a law called the Americans with Disability Act that has certain legal force and requirements. It's been in place for a couple of generations. There's nothing like that in Canada. We have a hodgepodge of rules and laws that are very different province to province, and even in some provinces, city to city. And generally, Canada has been much slower on issues dealing with universal accessibility. Yes, I'm aware of this because it's a part of my research. I'm aware of this. I'd like to answer your question as best I can. Okay, and have a few minutes, okay? You mentioned in your preamble a lot of things that actually have nothing to do with transit that might be looked at with different cities in Quebec or different boroughs within the city dealing with buildings or terraces or access to them. And there's been movement towards crafting bylaws that allow the conversion of these buildings. Universal accessibility is an extremely expensive dossier. They built a metro when I was a boy, and they, for whatever reasons, decided not to put elevators in. Now, I'm not sure whether at that time the rights of those who were handicapped or less mobile just wasn't a consideration, probably wasn't. But the cost of retrofitting a metro system is enormous. It costs us between $5 and $20 million a station to do so. New stations automatically, the extension of Laval, for example, has elevators. But however, for us to do this will be a nearly between $650 and $1 million to $1 billion investment to retrofit the entire metro. Yet we are doing that, but we don't have the capacity to do it all right away. We've alerted City Council, which a couple of years ago understood that and unanimously sent a motion to Quebec saying this isn't a transit issue, it's a societal issue. If you want to make transit accessible to everyone, you have to finance it, including the dossier of universal access. The City Council asked Quebec to minimally put in $25 million a year for universal access. They haven't come through with the money, so we are doing the best that we can with the means.
Well, I think you will have time later for your questions. So I'll let Mr. Rotran answer. We have on a number of occasions asked. It's always difficult to get the type of financing. Remember, you're competing with other users who want to see more service, extension of lines, newer buses or newer trains. We have billions of dollars on the books of what is called urgent, necessary work for safety and security in the metro, and that competes with everything else, including universal access. Mr. Schnaub is correct. We have done, it's not only elevators, by the way, it's a lot of other things. We have done a lot of things that you might not notice right away, but which have made the metro more accessible, more comfortable for persons of low vision, for example, people of other types of handicaps, everything from... Monsieur Président, j'insiste que les règles de décorum soient respectées. We put things like the yellow bands at the front of the metro. There's a cost to all of that, and it's done gradually. And I understand your impatience, but it's not going to happen overnight. I just would like to say that the STM has been committed to universal access for many years and has a fairly good record of moving forward. Merci. If they were so committed, though, I mean, let's take away the metros. Let's look at the buses. A lot of these ramps do not even function. And this week alone, or last week alone, there was a woman that is actually here tonight that will be speaking that asked a bus driver if the ramp functioned. And this bus driver looked at the woman and said, "I don't know." And also on these buses, only 1 to 2 individuals that are in wheelchairs can actually fit into these spaces. I understand that accessibility is expensive, but it's also a part of our culture to promote that. And not once in the time that you spoke did you say, yes, we do have an inaccessible metro system. We are working towards it accessible, but right now it is inaccessible. And there's still a huge attitude about that. Well, I think you made your point, so thank you very much. Thank you. Mrs. Amy Lowe. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que quelqu'un peut m'aider avec le micro? Oui, c'est bon, merci. J'espère que vous allez bien. No, actually, there. Just give me a second here. J'ai 2 questions. Ma première question, c'est pour Marvin Rotran. C'est, en fait, je veux savoir si les passagers à mobilité réduite, mais pas avec les chaises roulantes, sont permis de A, demander pour une rampe d'autobus et B, d'avoir accès par une rampe d'autobus. Et je veux juste clarifier. C'est ma question parce que j'ai entendu que la politique de la STM, c'est que les rampes sont juste pour les gens avec les chaises roulantes. Et je ne sais pas si vous savez, mais des fois, moi, personnellement, j'utilise une chaise roulante. Des fois, j'utilise un scooter, un quadriporteur, et des fois, j'utilise une marchette. Des fois, j'utilise une canne. Des fois, je marche toute seule. Right? So, j'aimerais savoir si ça change quelque chose par rapport à l'accès d'autobus avec les rampes. Ça, c'est ma première question. Merci. Je vais demander à Mme Amilcar, qui est la personne responsable pour l'ensemble des divisions d'autobus, d'expliquer clairement la politique de déploiement des rampes, qui est éligible, en quelles circonstances. Merci. En fait, je vais devoir... Est-ce que... Oui. Je ne sais pas si le micro, c'est Est-ce que vous m'entendez mieux?
Oui, merci. D'accord. Donc, bonsoir. Au fait, je vais devoir vous revenir parce que je vais vouloir valider des choses. Une chose qui est certaine, c'est clair que la rampe devra être déployée pour les chaises roulantes. Et de façon circonstancielle, il peut arriver que quelqu'un à mobilité réduite ou tout simplement quelqu'un qui a un petit peu plus de difficultés va demander qu'on abaisse l'autobus sans nécessairement sortir la rampe. Oui. Alors, je vais devoir vérifier pour vous revenir pour savoir si exactement est-ce qu'on doit obligatoirement sortir la rampe. Mais une chose est certaine, pour des personnes à mobilité réduite, on va faire un abaissement de l'autobus. Non, mais c'est pas une réponse de ma question. Et la raison que je le demande, c'est parce que sur CTV, la semaine passée, je ne sais pas si vous avez écouté, mais M. Rautran, vous avez dit que pour tous les gens qui ont besoin de la rampe, c'est déployé. So I need clarification on that policy, and I need it tonight, actually, because I take the bus every day. Okay. So I need somebody to open their book and find that out. In my opinion, the ramps... No, I'm not asking for your opinion. I'm asking for the policy. Okay. Ouais, ben, Madame Amilcar, and I need someone to cite it for me. Madame Amilcar vous a dit qu'elle devait faire des vérifications avant de pouvoir vous répondre. So nobody in this room knows whether or not, say, I am allowed to use a bus ramp. Do you guys know? Do you ever have this experience? On ne commencera pas un débat dans la salle. C'est pas une discussion, right? C'est juste les questions. C'est ça. Alors, Madame Amilcar, on a vos coordonnées. Madame Amilcar va prendre les informations, pourra vous répondre avec l'ensemble des détails. So no one is able to answer whether or not I'm legally accepted to use a ramp on the bus on the STM? Nobody knows this? I want to say what I said on the media. I don't think it's a legal question. I think it's a question of good No, it's sense. a question of legality for me. Madame, do you want to allow somebody to answer? You might not like the answer, but at least let them answer. I would love to hear Can I have a 1 minute of legitimate absolute answer. silence so I can actually say something? Thank you, Ms. Lowe. My opinion... I'm timing you. In my opinion, the ramps are there to facilitate any client who finds it difficult to get on a bus. In my opinion, a ramp is not only for somebody in a wheelchair, it's someone who is in obvious distress or walking with some form of mobility aid, and it's just a question of common sense regardless of what the policy is. Now, okay, so what does STM do? That is what I said on the media. I also want to alert the board that I've done some research this week to make sure that some of the things I've heard on the media are either true or not true. And I can confirm that 209 of our bus lines are accessible out of 220. The only ones that aren't are the Navette Door and the minibus in St. Anne de Bellevue. I checked on our bus stops. We have 8,942. 7,985 of them are already accessible. That's 89.3%. Now, in terms of the ramps, 55% of our buses have the ramps in front, 45% in the rear. The ones in the rear don't have as good performance as the ones in the front, but the figures... They function at approximately 50% of the time, according to research done in 2011 by Haplik. Good. And the performance is actually fairly good for every 1,000,000 kilometers driven. We can certainly improve. The idea is to make sure that when we tell somebody there's a ramp and they have to use it, that it's going to work. I'm not sure the number of trips we can generate through the system this way, but we are committed to universal access. Great. Okay, and so my follow-up for that question is, because your opinion is really fantastic and it's like really in line with accessibility, I really appreciate that. Okay. And I'm wondering what you can do as the vice president of the STM to ensure that your opinion is then translated into practice for bus drivers not to discriminate against passengers with disabilities. Okay. I'm glad you didn't ask about your case because your case is under investigation and nobody here can comment until we get the facts. I'm talking about in general. Yeah. I've already spoken to the Director General and we're looking at what we can or cannot do, what our general policy is. The board probably won't have anything back till the council meeting of April or even May. Okay, so until then, I have to depend on strangers to help me get on. Madame Amilcar va entrer en communication avec vous pour vous donner les détails de ce qu'elle aura pu obtenir d'ici là pour être très précise en répondant à vos questions. Okay, great. And so my second question is, no, that was my follow-up. Yeah, it's good to be precise. Follow-up is considered the second one, but. Okay, well, thanks for allowing me the space. Merci. My second question, I'm going to speak in English because it's easier for me. But my second question is,
in relation to what you mentioned to an earlier person asking a question, you mentioned that the metro was built a long time ago, and you mentioned that things take a long time. And I'm wondering why you require myself and tens of thousands of other people to be so patient. We're patient, we're waiting on hold, we're waiting for rides, we're waiting for help, we're waiting for someone to hold the door. We're asking and smiling. We are cooperating and we are looking pretty for the likelihood of benevolence. We're patient, always patient. Waiting rooms, awaiting news, tests and inspections, we have to let them in order to be qualified for your services. And so my question is, how many marches, how many days before we feel the walls reveal that no one is coming to help anymore? No one is holding the door, no one is helping you on the bus, and how many doors are going to be slammed in our face before we stop combing our hair, trying to look graceful, and look at the glare of the sun and head towards it? Because, in my opinion, the institutions are losing their patience, and the patients are flooding the streets, and our rides are not coming, and the phone lines are dead, and now we're taking the lead because we're tired of being led. And that's what I have to say. That's a question or a comment? Bien, votre commentaire est clair, on le prend en considération. Vous savez qu'on est très sensible par ailleurs aux besoins, aux demandes des gens à mobilité réduite. Madame Turcotte, qui est membre du conseil d'administration, I'd love to hear her opinion. Ouais, ben, je vous dis simplement d'abord, elle pourra répondre si elle en a envie, là, mais elle nous sensibilise très régulièrement à ces situations-là. Dans tous les conseils d'administration, elle nous ramène souvent But again, it comes back to my question of patience, en posant la question, est-ce qu'on a fait l'effort de penser à la mobilité, à l'accessibilité universelle dans ces décisions-là? Donc, elle nous ramène souvent à l'ordre, mais déjà dans l'ensemble, je dois vous dire que cette question-là est prise très au sérieux par la STM. Il y a un plan stratégique de mobilité qui nous mène vers l'accessibilité universelle. C'est un dossier qui est très vivant et auquel on s'attaque régulièrement. Puis ça va peut-être pas au rythme que vous voudriez, mais on va de l'avant quand même. On continue de planifier la mise en accessibilité des stations. Puis éventuellement, on atteindra un niveau crucial pour que ça devienne intéressant pour vous de pouvoir prendre le réseau du métro. Oh, I won't be able to use it by the time you're fully accessible, but yeah, none of you will. So. Marie? Moi, je ne suis pas très bonne en anglais, là, mais je comprends le français. À côté de la traque, vous me direz. Mais en fait, l'accessibilité universelle, oui, on reconnaît que ça va passer vite, puis il faut aller plus vite. Puis ça, là-dessus, on ne s'ostine pas. C'est dans les moyens, des fois, que là, les moyens qu'on a mis sur la table, c'est ça qui fait que ça nous ralentit. Mais par rapport à toute la question des mentalités, puis de comment on est perçu, d'être considéré comme des individus à part entière, c'est que aussi, quand on parle d'accessibilité, on parle souvent des ascenseurs, puis les installations physiques, mais il y a tout l'aspect aussi de la formation du personnel. Et tout le personnel qui sont en lien direct avec la clientèle, qu'on pense aux chauffeurs, aux changeurs dans les loges, aux agents de sûreté-contrôle. Et là, même cet hiver, les agents au service à la clientèle ont reçu une formation sur comment bien accueillir les clients ayant des limitations fonctionnelles. C'était en collaboration avec qui? C'était en fait le contenu pour tous les groupes d'employés que je viens de vous dire. Le milieu associatif, la table de concertation sur le transport des personnes de mobilité réduite du ROP et du CRADI coordonné par le RUTA, a collaboré au contenu, au développement de contenu. Ça fait que c'est ça. Et ça fait que ça, c'est une chose. Mais en même temps, il y a tout aussi l'attitude. Nous, STM peut faire un bout avec son personnel. Puis il y a aussi toutes les campagnes de sensibilisation que la STM fait sur... puis il y a tout aussi le changement des attitudes de la clientèle en général. Parce que vous êtes dans une bonne position de vraiment éduquer les gens. C'est une bonne position pour vous d'être en solidarité avec vos passagers. Moi, j'ai commencé à prendre l'autobus accessible en 97. Puis, tu sais, les choses évoluent quand même. Évoluent peut-être lentement, mais en 97, quand je rentrais,
J'attendais. Hein, comment ça se fait? Elle rentre dans l'autobus. Oh non, mais ça arrive chaque jour. Je vais laisser Marie répondre. Ensuite, on passera à l'autre personne, s'il vous plaît. Ce commentaire-là, on l'entend moins aujourd'hui. Avant, c'était quasiment... Peut-être on est juste fatigué. Hein? Non. Mais le changement de mentalité, c'est clair. On l'entend moins. Même ce que je vois aujourd'hui, c'est quand on rentre avec notre fauteuil roulant, il n'est pas rare qu'un usager, un client qui est à bord de l'autobus, se lève puis il va dire aux autres qui sont à la place réservée aux personnes en fauteuil roulant de faire signe de se lever, ce qu'on ne voyait pas au début. Mais le changement des mentalités, c'est quelque chose qui se fait lentement. Mm-hmm. Okay. Merci. Je crois merci en vous. Marie, merci Mme Lowe. Merci à vous. Donc, j'attends votre appel. Madame Amilcar a vos coordonnées. Alors, Monsieur Gift Tsuma. Bonsoir. Hello. Hi. Sorry, it's okay if I speak in English? It is. One time I was taking a bus going to the old port from downtown, and the driver told me that he couldn't take me because the bus stop didn't have a disabled sign. So is that true? Because on the schedule, it was written the hour where the bus had the ramp. We'll have to know which bus stop particular and which bus. On Stanley and St. Catherine. On 15 going... 7:15? Yeah, 7:15. 7:15? Yes, going to the old port. Vieux-Port, l'autobus. Non, mais l'arrêt, c'était Stanley. L'arrêt, the bus stop's on Stanley, right? Yeah. Yeah, okay. Facing southward, just south of St. Catherine. Yeah. Well, we'll have to check. Okay. Yeah, but in general, is as we said, c'est quoi le pourcentage des arrêts qui sont 89.3%. 89% of our bus stops are accessible. So no, but the bus stop was accessible, but the driver didn't take me because the sign didn't have a disabled sign. But the bus stop was fully accessible, okay. And on the schedule. All we can think of is that stop was not an accessible stop. That the bus couldn't get you on there. But it was downtown. It was downtown. We would have to check on that. 10% of our stops are not stop, set up to facilitate entering or descending from a bus at those stops. So we will have to check that particular stop. You said it was a 7:15 on Stanley, just south of St. Catherine. We'll check it, and if it's not accessible... If it wasn't accessible, why was it in the schedule? Okay, in the hour? We will have to check. We don't have your phone number, or would you let please your phone number to the person at the entrance, so then we'll be able to answer specifically to this question. Okay, and then the second question is, since as part of your motto, every passenger counts, and all your buses, they don't leave the garage if they're not fully functional, why is it not a priority that all the ramps are functional in the buses that leave the garage when they're going to pick up customers? That is my question. Well, actually, we're making everything we can to bring every bus, make every bus to make every ramp working. You know that some... But if a bus was not fully functional, and let's say the brakes were not working properly, you wouldn't take the bus on the road, would you? We would take a bus out of the road for a good part, another portion of our clients. So it's a decision we have to make. Yeah, Mr. Tsushima, excuse me, sir. Shuma. Sometimes our buses break down while they're on the route and have to be returned to the station, to the garage. That could be for a wide variety of reasons. Same thing happens. Sometimes the ramps are tested, they're functioning, breaks down during the route. The statistics are not actually bad. I mean, they're not bad? They're not actually that bad. I disagree with you. Well, that's your privilege. But however, every time it tends to receive a lot of media attention, which gives the impression it's far worse than it is. Well, it is worse than it is. Well, I understand that if you're a client and you want to use regular transit and you can't get on, you're upset. I understand that. But however, I don't want to blow it out of proportion to what the problem It's not really even is. blown out of proportion. Okay. All right. Look, there's either a question and answer in a civilized way, or if you're just here to vent, go ahead. We'll give you a minute, vent, and that'll be it. But that doesn't get anything resolved. You're saying it's not a big deal. You're saying it's not a big deal.
I'm understanding, but the same thing with any client. If a client's waiting at the bus stop and the bus doesn't arrive because it broke down for whatever reason, because the windshield wiper wasn't working or there was a problem with the brakes that happened while the bus wasn't functioning, and our mechanics have to go and get the bus, well, obviously they're going to be unhappy as well. What I'm trying to tell you, it isn't a plot on the part of the STM to make sure one part of our clientele is unhappy versus everybody else. We run the best service that we can. We're in dialogue with our clients. We have a person on the board who is an advocate for clients who are reduced mobility, handicapped, or have special needs in one way or the other. And we try, quite honestly, to try to meet their needs as well as every other client that we have. OK, thank you. Alors, ça met fin à la période des questions. On va passer maintenant à l'ordre du jour de l'Assemblée du Conseil. J'appelle l'article 1 de l'ordre du jour. Adopter l'ordre du jour de la présente Assemblée du Conseil d'administration en retirant l'article 12.3. Je propose. L'article 1 est adopté. J'appelle l'article 2. Approuver les procès-verbaux des assemblées du Conseil d'administration de la Société tenues les 29 janvier et 4 février 2015. Je les propose. J'appuie. L'article 2 est adopté. J'appelle maintenant les articles de la rubrique 3 de 3.1 à 3.5. 3.1. Autoriser l'augmentation de l'enveloppe budgétaire du contrat jugé à équipement de sécurité universel pour la fourniture de bottines, bottes et souliers. 3.2. Adjuger un contrat à 10-4 Body Armor pour la fourniture de gilets pare-balles pour les inspecteurs de la Sûreté et Contrôle. 3.3. Autoriser le renouvellement des contrats de Camel SA et Paragon Identification pour la fourniture de cartes magnétiques et reçues. 3.4. Autoriser la participation au dossier d'achat regroupé auprès du Centre de services partagés du Québec pour l'acquisition de services cellulaires, voies et données et prolonger le contrat. 3.5. Adjuger des contrats à Prévost, une division du groupe Volvo, et GMS Technologies pour l'acquisition de pièces de rechange pour système de vidéosurveillance. Je propose. J'appuie. Les articles 3.1 à 3.5 sont adoptés. J'appelle maintenant l'article 3.6. 3.6. Adjuger un contrat à les portes industrielles Indotech pour la fourniture de pièces de rechange pour les portes de garage. Je propose. J'appuie. L'article 3.6 est adopté. J'appelle les articles de la rubrique 4. 4.1. Autoriser le renouvellement du contrat adjugé à Touleto Innovation Division Telmatique pour la gestion d'abonnement du programme Opus à l'année. 4.2. Autoriser la résiliation du contrat de supervision et d'accompagnement adjugé à COH Projets et Services pour l'entretien de ponts roulants, palans, monorails et potences. 4.3. Autoriser la prolongation du contrat de l'Association de taxis Diamond de Montréal pour les services de transport collectif par taxi de l'île de Montréal. 4.4. Adjuger des contrats à Coop Taxi de l'Ouest et Association de taxis Diamond de Montréal pour les services de transport collectif et navettes hors par taxi. Je propose. Et je les appuie. Les articles 4.1 à 4.4 sont adoptés. J'appelle les articles de la rubrique 5. 5.1. Autoriser le renouvellement du contrat de service professionnel de Vision Critical pour développer et entretenir un panel de clients pour les besoins d'enquête et sondage. 5.2. Adjuger à Vincent Ergonomie un contrat de service professionnel en ergonomie et ergothérapie en milieu de travail. 5.3. Adjuger des contrats à Normandin Baudry Actuaire Conseil et Morneau Chepel pour des services actuariels à des fins comptables. Je les propose. J'appuie. Les articles 5.1 à 5.3 sont adoptés. À la rubrique 8, maintenant, j'appelle l'article de la rubrique 8. 8.1. Adjuger un contrat à Construction Sorel pour la construction du poste de redressement Guizot. Je le propose. J'appuie. L'article 8.1 est adopté. J'appelle les articles de la rubrique 9. 9.1. Adjuger un contrat à Groupe Axino pour la réfection de la station Beaubien. 9.2. Adjuger un contrat à 91 60 51 88 Ulix Construction pour la correction des goulottes à la station Jean Talon. Je les propose. Et j'appuie la proposition de M. Parenteau. L'article 9.1 et 9.2 sont adoptés. J'appelle maintenant les articles de la rubrique 10. 10.1. Adopter le règlement R155 autorisant un financement pour le projet Extra Connect au transport adapté. 10.2. Adopter le règlement R153 autorisant un financement pour l'acquisition de minibus pour le transport adapté. 10.3. Adopter le règlement R154 autorisant un financement pour le programme Réno Infrastructure phase 2. Je propose. Je les appuie.
Les articles 10.1 à 10.3 sont adoptés. J'appelle les articles de la rubrique 12, 12.1 et 12.2. 12.1. Autoriser la convention de bail avec 92 27 97 02 Québec, Gare d'autocar de Montréal, pour les accès à la Gare d'autocar de Montréal. 12.2. Autoriser l'entente à intervenir avec la Ville de Montréal pour la cession des droits et obligations du permis, autorisant la STM à installer et à entretenir des équipements dans l'abri de la Ville situé sur le toit de l'hôpital Sainte-Anne, ancien combattant. Je les propose et j'appuie. Les articles 12.1 et 12.2 sont adoptés. J'appelle les articles de la rubrique 13. 13.1. Adopter le système de pondération pour des services professionnels en audit interne et autres services. 13.2. Adopter le système de pondération pour des services professionnels pour la réalisation de divers mandats en génie industriel et expertise relative aux équipements et machineries. 13.3. Adopter le système de pondération pour des services professionnels juridiques en santé et sécurité du travail. J'appuie. Les articles 13.1 à 13.3 sont adoptés. J'appelle maintenant les articles de la rubrique 14, de 14.1 à 14.5. 14.1. Autoriser le paiement d'une cotisation annuelle à l'Association du transport urbain de Québec pour l'année 2015. 14.2. Renouveler le mandat des membres du conseil d'administrateur du programme d'allocation après retraite de la STM. 14.3. Renouveler le mandat et nommer des personnes désignées par la Société pour siéger au comité du régime de retraite de la STM 1992. 14.4. Renouveler le mandat des personnes nommées par la Société pour agir à titre d'administrateur du régime de retraite des employés désignés par la STM. 14... 14.4. 14.5, oui. 14.5. Renouveler le mandat des personnes nommées par la Société pour siéger au comité du régime de retraite de la STM, Syndicat du transport de Montréal, CSN. Je les propose. J'appuie encore. Et vous allez faire la même chose pour 14.6? 14.6. Autoriser le paiement des factures de l'Agence métropolitaine de transport relatives à l'utilisation des équipements métropolitains. Je les propose. J'appuie. Alors, les articles 14.1 à 14.6 sont adoptés. Ça met fin à l'ordre du jour de l'Assemblée régulière du Conseil d'administration de la STM du 4 mars 2015. Merci d'avoir été là. On se revoit le mois prochain. Merci.